Bonjour mes chers abonnés, alors avant d'écouter cette vidéo, je vous recommande Le Monde diplomatique, février 2025, très intéressant. Vous y verrez des articles sur le monde entier et sur la France qui sont absolument extraordinaires. Le Monde diplomatique, février 2025. Au revoir. Un journalisme de guerre froide, par Serge Halimi et Pierre Rimbert. Le Monde diplomatique, février 2025, lu par Morgane Hénault. Dans l'ombre, ils influencent les esprits, infiltrent les services secrets, inspirent les décideurs européens. Ils manipulent les réseaux sociaux, propagent le mensonge, propulsent des inconnus à la magistrature suprême. Ils sèment la discorde, empoisonnent des innocents, sabotent des installations. Et ils sont partout, à la tête des médias, dans les corridors de Buckingham Palace, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Qui sait? Dans ces colonnes aussi? Les Illuminati? Non, plus fort encore. Les espions russes. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, des centaines d'articles, des documentaires, des émissions de radio et de télévision et déjà près d'une dizaine d'ouvrages alertent en France sur la puissance des agents de renseignement du Kremlin, si infaillibles qu'ils furent incapables de prévoir la déroute de l'armée rouge en Afghanistan, la fin de l'Union soviétique, la résistance ukrainienne à l'invasion russe. L'hiver a démarré en fanfare. Le 19 décembre dernier, un dossier de 24 pages dans l'Express claironne. Les espions russes au cœur de l'Élysée, du général de Gaulle à Emmanuel Macron, nos révélations. Quelques jours plus tard, Le Monde publie une série de 5 fois 2 pages, Guerre froide, au temps des taupes du KGB. L'un et l'autre dressent leur liste de suspects de collaboration active ou passive avec Moscou. Les sommités socialistes Charles Hernu et Claude Estier, André Fontaine, ancien directeur du Monde, Claude Julien, ancien directeur du Monde diplomatique, des ministres centristes comme Pierre Sudreau, ou radicaux comme Pierre Cotte, un dirigeant de l'agence France-Presse, AFP, un ancien présentateur du journal télévisé, un député gaulliste, le conseiller diplomatique de Gaulle dans les années 1960, etc. Le paysage d'une France gangrénée depuis des décennies par les sbires du Kremlin se découvre sous nos yeux. Dans la plupart des cas, les enquêtes insinuent sans prouver. Éric Rouleau est soupçonné d'avoir été choisi par le Parti communiste français pour rédiger un reportage de complaisance en Afghanistan. Le projet n'a semble-t-il pas eu de suite, aucun article complaisant ou pas n'a pu être retrouvé, que ce soit dans les archives du Monde ou dans celles du Monde diplomatique. Claude Julien est-il Monsieur André, la taupe du KGB? Sa date de naissance ne correspond pas à celle figurant dans les archives soviétiques. L'Express ne renonce pas pour autant à mêler son nom à une accusation de trahison. Pierre Sudreau, héros de la résistance torturé par la Gestapo et interné à Buchenwald, gaulliste, centriste puis giscardien, apparaît comme agent d'influence du KGB, puis comme un type douteux, un idiot utile, au motif qu'il critique la politique extérieure des États-Unis, notamment leur influence en Europe, et prône le maintien de la détente dans les relations internationales. Un péché capital en 2025, mais une position banale dans les années 1970. Sitôt publiés, ces scoops sont goulûment happés par la revue de presse de France Inter et relayés par un article en première page du Canard enchaîné « L'affaire doit être grave ». En un sens, elle l'est, mais pas comme il paraît. Assez semblables, les révélations quasi simultanées du Monde et de l'Express reposent sur les mêmes sources. Les papiers de Vassili Mitrokhin notamment. En 1992, cet ancien archiviste du KGB frappe à la porte des agences du renseignement britannique avec des valises de documents soviétiques recopiés à la main, puis dactylographiés. Les services secrets de Sa Majesté en distillent des éléments à leurs homologues, avant d'en faire publier à partir de 1999 de larges extraits sous la direction d'un historien de confiance. Les documents ont donc déjà fait l'objet de centaines d'articles et de plusieurs ouvrages. Un auguste témoin de moralité apparaît également dans les 2 enquêtes. Le journaliste Thierry Volton. Militant anticommuniste, il fit de Jean Moulin un agent soviétique dans son livre « Le grand recrutement » paru en 1993. À l'époque, l'historien Pierre Vidal-Naquet qualifia l'ouvrage d'investigation frauduleuse et son auteur de falsificateur, avant que Daniel Cordier, adjoint de Jean Moulin pendant la Résistance, ne réfute à son tour la thèse point par point.
Le Monde présente aujourd'hui Volton comme un précurseur en matière d'enquête sur les ingérences soviétiques. Précurseur ? L'historien Jean-Pierre Rioux, à qui le même quotidien avait confié la critique du livre, assimilait plutôt ce texte à une vision policière du cours des choses, l'inverse somme toute du travail de l'historien. 10 février 1993. 2 ans plus tard, une commission de 4 contemporanéistes expertisa une autre accusation de Volton, ciblant cette fois l'ancien ministre du Front populaire Pierre Cotte. Elle conclut à des approximations historiques ainsi qu'à une analyse fausse. Mais Volton a rétabli son crédit grâce à son Histoire mondiale du communisme, Grasset, paru entre 2015 et 2017, séquencé en 3 énormes volumes, salué par des éditorialistes et subtilement titré « Les bourreaux, les victimes, les complices ». Quand un basculement idéologique intervient, trop de nuances tue la nuance. L'effet de révélation des 2 dossiers repose sur des biais classiques. D'abord, les journalistes accordent aux sources secrètes une importance proportionnelle à leur difficulté d'accès et ils postulent qu'elles renferment une vérité supérieure à celle d'autres documents. Les historiens savent en revanche que les services secrets, payés pour être soupçonneux, exagèrent presque toujours la portée de leurs activités afin de justifier leur existence et leur budget. Ensuite, la dissymétrie. Le Monde et l'Express présentent l'affrontement entre 2 protagonistes, l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide, en signalant les méfaits de l'un et en taisant ceux de l'autre. Mais comment consacrer des dizaines de pages à l'influence soviétique en France sans évoquer les opérations de subversion idéologique conduites par l'Agence centrale de renseignement américaine, CIA ? Financement de syndicats anticommunistes, de revues, d'universitaires, recrutement de journalistes et d'intellectuels regroupés au sein du Congrès pour la liberté de la culture créé en 1950, dissémination dans les années 1970 auprès du monde politique et culturel de la doctrine du fil rouge, qui reliait tous les mouvements de lutte armée, de la fraction armée rouge en Allemagne aux brigades rouges en Italie, à une internationale pilotée par Moscou pour déstabiliser l'Occident ? Ni Le Monde, ni l'Express n'ignorent cette histoire. Mais ils n'en parlent pas. 3e biais, juger le passé à la lumière du présent en oblitérant à la fois le contexte de l'époque et les discontinuités de la politique internationale. Soupçonner un journaliste ou un diplomate d'espionnage au profit du KGB parce qu'il aurait discuté avec un attaché d'ambassade soviétique, c'est parier sur l'inculture historique des lecteurs. Car si les médias français résument désormais l'Union soviétique à Joseph Staline et au Goulag, celle-ci jouissait entre 1945 et le milieu des années 1970 d'une image bien différente. Auréolée de sa victoire sur le nazisme, l'URSS offre alors un point d'appui diplomatique, financier et parfois militaire à l'émancipation des peuples du tiers-monde. Les militants anti-apartheid que chacun célèbre aujourd'hui, y compris ceux du Congrès national africain, ANC, de Nelson Mandela, furent souvent armés et entraînés en Allemagne de l'Est et à Cuba. Mandela passa 27 ans en prison pendant que les États-Unis, la France et Israël soutenaient et armaient le régime raciste de Pretoria. Le monde libre a fomenté des putschs et enfanté des dictatures en Amérique latine, appuyé la sale guerre de la France en Indochine et les combats en Afrique d'un autre membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN, le Portugal, pour conserver son empire colonial. La politique étrangère du général de Gaulle s'est parfois écartée de celle des États-Unis. Opposition à la Communauté européenne de défense, CED voulue par Washington, reconnaissance de la République populaire de Chine dès 1964, retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN 2 ans plus tard. Le KGB a pu voir là le couronnement de ses opérations d'influence, alors que l'extrême droite anticommuniste dénonçait le gaullisme comme un fourrier du bolchevisme. Souvent, 2 paranoïas opposées se croisent et se rejoignent. Nos procureurs ne l'ignorent pas. L'Express signale qu'un individu identifié dans les archives comme contact confidentiel n'est pas forcément conscient que le KGB tente de le manipuler. Le Monde ajoute qu'il arrivait au KGB de désigner sous un nom de code des personnalités sans que celles-ci aient jamais été approchées. 100 lignes accusent, 2 disculpent. Le soupçon demeure. Sans doute conscient de la fragilité du dossier, quel grand secret les suspects ont-ils révélé sur la politique française qu'un espion n'eût pas découvert en ouvrant son journal du soir, Le Monde questionne lui-même les faits réels des manœuvres du KGB, auxquels il vient de consacrer 10 pages. À en juger par le contenu des centaines de documents consultés par Le Monde, le bilan paraît mitigé. Tout ça pour ça ? Pas vraiment. Ces 2 enquêtes reflètent le raidissement d'une intelligentsia européenne tétanisée par l'affaiblissement d'un vieux continent humilié par son suzerain américain.
Elle ne cible plus seulement les communistes, mais également d'anciennes personnalités du centre et de la droite alors hostiles au raidissement occidental. À travers ces enquêtes qui visent principalement des gaullistes, des chrétiens de gauche et des neutralistes bon teint, Le Monde et l'Express coupent les ponts avec certains de leurs fondateurs et rejettent dans le camp des suspects les responsables politiques ou intellectuels opposés à un alignement de la France sur le cap néoconservateur. La position neutraliste aujourd'hui vilipendée fut longtemps celle du Monde. L'existence du journal se trouva même menacée au début des années 1950 lorsqu'un de ses dirigeants, René Courtin, somma son directeur Hubert Beuve-Méry de faire corps avec la stratégie américaine au motif que, sur le plan diplomatique, l'attitude du Monde pousse les États-Unis à abandonner l'Europe et la France à la misère, au désespoir et au bolchevisme. À l'époque, les faucons atlantistes assuraient même que toutes les colonnes du Monde n'en font qu'une, la 5e. Au moment où M. Donald Trump abandonne le combat pour les valeurs occidentales au profit de la seule défense des intérêts américains, les élites françaises, esseulées, paraissent regretter le bon vieux temps de la guerre froide.